L'avocat posa 2 dossiers épais sur la table en acajou verni. « Celui-ci, dit-il en tapotant le premier, c'est votre liberté, vos frais de scolarité, votre logement, votre vie retrouvée. » Il poussa le second dossier vers moi. « Et celui-là, c'est leur acte d'accusation criminelle. » Il me fixa droit dans les yeux. « Vous avez le choix de la méthode pour leur chute. » Je fixai le papier. Pendant 3 ans, ils m'avaient traité comme un défaut structurel dans leur vie parfaite, une fissure à camoufler sous une couche de peinture. Ils pensaient m'avoir expulsée pour toujours, mais ils avaient oublié un détail. Je suis experte en restauration de patrimoine. Je sais exactement quelles poutres sont porteuses, et je sais exactement ce qui se passe quand on les retire. Je n'ai pas hésité. Ma main s'est posée sur le second dossier. Va pour la démolition. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. La pluie à Paris ne lave rien. Elle rend juste la crasse plus glissante. Pendant 6 mois, mon monde s'est réduit à l'habitacle d'une vieille berline, garée près des quais de Seine, loin des regards. L'odeur de cette voiture est incrustée dans ma mémoire tissu humide, métal froid, et cette odeur saumâtre de l'eau du fleuve mélangée aux pots d'échappement. J'avais appris à dormir par tranches de 20 minutes, sursautant à chaque phare balayant le tableau de bord, terrifiée à l'idée que ce soit les flics ou la fourrière. C'était une torture ironique pour une experte en restauration de vivre dans une boîte de conserve. Je passais mes journées à préserver l'histoire, à sauver des charpentes centenaires et à redonner vie à des moulures d'époque pour des clients, alors que j'étais bannie du seul foyer qui m'appartenait vraiment. La maison de maître, sur la butte Montmartre, la maison de ma mère. Je connaissais le grain du parquet en chêne de cette maison mieux que les lignes de ma propre main. Je savais quelles lattes grinçaient dans le couloir et comment la lumière du couchant frappait les vitraux de l'entrée. Mais je n'y étais pas. J'étais ici, grelottant sous une couverture d'Emmaüs, regardant la pluie transformer les lumières de la ville en traînées grises et néons. J'étais là à cause d'un mensonge si précis, si bureaucratique, que je n'avais jamais pensé à le remettre en question. Valérie appelait ça un privilège du trésor public. Elle m'avait fait asseoir à la table de la cuisine 3 jours après l'enterrement, entourée de piles de papier officiels tamponnés de rouge. Elle m'avait dit que ma mère avait des secrets, que la succession était en faillite, criblée de dettes cachées et d'impôts impayés. Elle m'avait regardé avec ses grands yeux humides pour me dire qu'il fallait tout liquider pour empêcher le fisc de saisir la propriété. Elle m'avait dit que je devais partir pour qu'il puisse faire du homestaging pour les inspecteurs, pour sauver ce qui pouvait l'être. Et mon père ? Antoine était assis juste à côté d'elle, hochant la tête comme un automate. C'était ça, la vraie trahison. Ce n'était pas seulement la cupidité de Valérie, c'était sa faiblesse à lui. Il m'a regardée, sa propre fille, et a répété son texte à la perfection. « Tu sais que tu ne gères pas bien ce genre de pression, Juliette », avait-il dit en me tapotant la main. « Tu es fragile en ce moment. Valérie essaie de te protéger. Tu n'as pas besoin du stress de ces chiffres. Laisse-nous gérer la partie désagréable. » Ils appelaient ça de la protection. Je sais maintenant que c'était un chantier de démolition. Ils démantelaient ma réalité, brique par brique. Les gens demandent toujours pourquoi je ne me suis pas battue sur le moment. Pourquoi n'ai-je pas exigé de voir les dossiers fiscaux? Pourquoi ai-je simplement fait mon sac pour sortir sous la pluie? C'est facile de juger l'intégrité structurelle d'un bâtiment après son effondrement. Mais quand vous vivez à l'intérieur, vous ne voyez la pourriture que lorsque le toit vous tombe sur la tête. Je connais le terme maintenant. Les psychologues appellent ça l'impuissance apprise. C'est une chaîne invisible, plus solide que l'acier. Valérie avait passé des années à me conditionner pour que je me croie incompétente. Elle plantait les graines quotidiennement un soupir quand je laissais tomber une cuillère. Une remarque sur le fait que j'étais trop artiste pour comprendre les finances, une inquiétude chuchotée à mon père, suggérant que j'étais mentalement instable. Comme ma mère, elle a construit une cage avec mes propres doutes. Au moment où elle m'a annoncé que j'étais ruinée, je ne me suis pas sentie victime d'un vol. Je me suis sentie comme un fardeau. J'ai cru que je méritais cette voiture froide. J'ai cru que ma pauvreté était le résultat naturel de mon incapacité à fonctionner dans le monde réel. Assise sur ce siège conducteur, gelée, je ne la haïssais pas. Je me haïssais moi-même. C'était son tour de magie le plus cruel. Elle n'avait pas juste volé mon argent. Elle avait volé mon instinct de survie. Le service de 5 heures du matin dans ce café n'était pas un travail. C'était un flou de vapeur, de lait brûlé et de sourires forcés. J'étais une machine faite de caféine et d'épuisement. Mes mains bougeaient en pilote automatique, moudre, tasser, extraire, verser.
Je ne regardais pas les visages. Les visages demandaient une énergie que je n'avais plus. Je regardais les cartes de crédit et les montres, puis il est entré. La cloche au-dessus de la porte n'a pas juste tinté. Elle a sonné comme une annonce. Il occupait l'espace d'une manière totalement étrangère aux gens de mon monde actuel. Il portait un manteau en laine anthracite qui coûtait probablement plus cher que tout mon héritage volé, et il se tenait avec la posture d'un homme qui construit des skylines pour gagner sa vie. Georges Delacroix, mon grand-père, le magnat du transport maritime industriel, qui n'avait pas adressé la parole à mon père depuis 10 ans à cause d'une querelle mesquine sur un prêt commercial. Je me suis figée. Ma main a plané au-dessus de la machine à expresso. Il ne m'a pas reconnue. Pourquoi l'aurait-il fait? La dernière fois qu'il m'avait vue, j'avais 15 ans et je portais l'uniforme d'une école privée. Maintenant, j'en avais 25. J'étais décharnée, avec des cernes qu'aucun anti-cerne ne pouvait masquer, et je portais un tablier taché. Un café noir, dit-il. Sa voix était un grondement sourd, comme le moteur d'un navire au ralenti. Je l'ai servi. Je n'ai pas dit un mot. J'étais terrifiée à l'idée que si je parlais, l'illusion de mon anonymat volerait en éclats. Il a pris la tasse. Puis, il s'est arrêté. Ses yeux sont descendus vers ma poitrine. Pas de manière perverse, mais avec la concentration laser d'un auditeur trouvant une erreur dans un grand livre. Il lisait mon badge. « Juliette, dit-il. » Ce n'était pas une question. C'était une calibration. Il a regardé mon visage, m'a vraiment regardé, cherchant les traces de sa propre fille. J'ai vu la reconnaissance le frapper comme un coup physique. Mais il n'a pas fait de scène. Il n'a pas sauté par-dessus le comptoir. Il a sorti son portefeuille, en a tiré un billet neuf de 100 € et l'a glissé dans le bocal à pourboire. Gardez la monnaie. Il s'est retourné et est sorti. J'ai fixé le billet. Pour lui, c'était un bout de papier. Pour moi, c'était 2 semaines de nourriture. C'était de l'essence pour le chauffage. C'était la survie. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai empoché. Je pensais que c'était fini. Je pensais qu'il n'était qu'un autre fantôme de mon passé, payant un péage avant de passer son chemin. J'avais tort. À midi, quand j'ai pointé pour partir, une berline noire aux vitres teintées tournait au ralenti le long du trottoir. La vitre s'est baissée. « Monte !» ordonna-t-il. J'ai hésité. Mon instinct me criait de courir. Mais quelque chose dans sa voix, le commandement, la certitude absolue m'a arrêté. Je suis montée. La voiture sentait le cuir riche et le silence. « Où habites-tu » ? « J'ai un endroit près du marché, » mentis-je. C'était le même mensonge que je servais à tout le monde. « Montre-moi. » J'ai essayé de le diriger vers un complexe d'appartements génériques, mais il a vu clair dans mon jeu. Il a regardé mon sac. La façon dont je le serrais contre moi comme s'il contenait toute ma vie parce que c'était le cas. Il a regardé mes mains, rouges et gercées par le froid. « Et mène-moi là où tu dors. » « Juliette. » Maintenant, je l'ai dirigé vers les quais. Quand nous nous sommes garés à côté de ma vieille berline, couverte de crasse et de feuilles mouillées, le silence dans la voiture de luxe est devenu suffocant. Il est sorti, il a marché jusqu'à ma voiture et a scruté à travers la vitre. Il a vu la pile de couverture sur la banquette arrière. Il a vu la buée sur les vitres. Il a vu la barre protéinée à moitié mangée sur le tableau de bord. Il est resté là un long moment, la pluie perlant sur son manteau hors de prix. Quand il s'est retourné vers moi, son visage était gris. Le magnat imposant avait disparu. À sa place se tenait un homme contemplant un naufrage qu'il n'avait pas su empêcher. « Prends tes affaires, » dit-il. Sa voix tremblait. « Tu en as fini ici. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé où nous allions. J'ai attrapé mon sac. Et pour la première fois en 6 mois, j'ai cessé de trembler. Une douche ne devrait pas ressembler à une expérience religieuse. Mais quand vous n'avez pas senti d'eau chaude sur votre peau depuis 3 jours, ça vous change. Je suis restée sous le jet dans la suite d'amis du domaine de Georges jusqu'à ce que l'eau devienne froide, frottant pour effacer l'odeur de la voiture, des quais et de la honte. J'ai regardé l'eau grise tourbillonner dans le siphon, emportant la version victime de moi-même avec elle. Quand je suis sortie, enveloppée dans une serviette qui coûtait plus cher que mon budget alimentaire mensuel, je n'étais pas seulement propre. J'étais vierge. Une page blanche prête à être écrite. J'ai trouvé Georges dans son bureau.
C'était une pièce faite pour les décisions des bibliothèques du sol au plafond, des fauteuils en cuir qui sentaient l'argent ancien, et un bureau qui ressemblait à une forteresse. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entrée. Il fixait un dossier, la mâchoire serrée, comme du granit. Ah, sitz toi. Je me suis assise. Il a fait glisser une feuille de papier sur le bureau. Ce n'était pas un chèque. C'était un relevé bancaire. Valérie t'a dit que le trust était vide ? Demanda-t-il. Elle a dit qu'il y avait des privilèges fiscaux. Elle a dit que la succession était en faillite. Il n'y avait aucun privilège. Il tapa du doigt sur la ligne du total en bas de page. Il contient 850 000 €. Le chiffre n'avait aucun sens. C'était trop gros. C'était une abstraction. Je fixais les virgules et les zéros. Mais elle m'a montré des papiers. Elle m'a montré les tampons rouges. Elle t'a montré des accessoires de théâtre, Juliette. Elle a falsifié des documents pour convaincre une gamine de 20 ans qu'elle était indigente, pour ne pas avoir à expliquer d'où venait l'argent de sa chirurgie esthétique et des habitudes crypto de ton frère. La rage est généralement chaude. Celle-ci était froide. Elle a commencé dans mon estomac et s'est propagée jusqu'à mes doigts. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent. Ils avaient volé mon temps. Ils avaient volé les années que j'avais passées à geler dans une voiture alors que j'aurais pu être en sécurité. J'ai levé les yeux vers lui. Tu savais. Tu surveillais les comptes. Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés ? Où étais-tu pendant 10 ans ? C'était la question qui me hantait. Pourquoi le puissant grand-père avait-il disparu ? Georges se leva et marcha vers la fenêtre, regardant le parc. Il n'esquiva pas la question. Je suis restée à l'écart parce que je pensais faire ce qui était juste, dit-il, la voix basse. Ton père. Antoine a toujours été faible. Il enviait mon succès. Il détestait que je paie pour tout. Il y a 10 ans, nous nous sommes disputés. Il m'a dit que je l'étouffais. Il a dit qu'il voulait élever sa famille sans mon ombre planant sur lui. Il se retourna vers moi. Je pensais respecter son autonomie. Je pensais lui donner la paix. J'ai observé de loin, terrifiée à l'idée que si j'intervenais, je détruirais sa confiance, et vous perdrez tous les deux pour toujours. Je me suis dit qu'un gardien n'entre pas dans la maison. Il surveille juste le périmètre. Il revint au bureau et posa ses mains sur le bois, se penchant vers moi. Mais j'avais tort. J'ai confondu le silence avec la paix. Je n'ai pas réalisé que pendant que je respectais ses limites, un parasite le dévorait, vivant de l'intérieur. La paix au prix de la sécurité n'est pas la paix, Juliette. C'est de la négligence. J'ai laissé ma peur d'offenser ton père l'emporter sur mon devoir de te protéger. Et c'est un péché que j'emporterai dans ma tombe. Il me regarda, dépouillant le masque du magnate pour révéler un homme qui savait qu'il avait failli à la seule personne qui comptait. Je ne peux pas racheter les 10 dernières années, dit-il. Mais je peux financer la guerre que nous sommes sur le point de commencer. Es-tu prête ? J'ai regardé le relevé. Je l'ai regardé. Lui. Je ne veux pas juste récupérer l'argent, Georges. Je veux qu'il ressente ce que j'ai ressenti. Je les veux à la rue. Il hocha la tête, une sombre satisfaction s'installant dans ses yeux. Alors arrête de m'appeler Georges. Appelle-moi partenaire. La salle de guerre était une suite de conférences au dernier étage du siège social de Georges. Ça ne ressemblait pas à un lieu de thérapie familiale. Ça ressemblait à un endroit où l'on orchestrait des OPA hostiles. Nous avions des experts comptables judiciaires, un expert en sécurité numérique et un avocat nommé Maître Mercier, qui avait l'air de manger des clous au petit déjeuner. Nous ne cherchions pas simplement le vol. Nous cherchions l'architecture du mensonge. Ils ont été prudents, dit l'expert numérique en projetant un écran sur le mur, mais arrogant. Il ouvrit un serveur cloud. Pour l'observateur occasionnel, cela ressemblait à un album photo numérique intitulé « Souvenirs de famille 2018 à 2023 ». C'était rempli de milliers de photos des garden parties de Valérie et des vacances de Maxime. Mais ce n'était qu'une façade, un faux mur, partition cachée, dit l'expert. Chiffré, mais le mot de passe était « décevant ». Il ouvrit le coffre. Ce n'étaient pas des photos. C'était le grand livre de leur cupidité. Nous avons regardé les chiffres défiler. Ce n'était pas un grand braquage unique. C'était une mise à mort par 1000 coupures. Les crimes financiers appellent ça le saucissonnage, structurer les retraits en petits montants pour éviter de déclencher les alertes de signalement TRACFIN. 9 000 € par-ci. 4 000 par-là. Où est-ce allé ? Demanda Georges. Sa voix était dangereusement calme. Ici, pointa le comptable.
70 000 € à un consultant à Monaco, c'est un chirurgien plastique. Encore 40 000 vers des start-up tech, c'est l'adresse du portefeuille crypto de Maxime. Il a acheté des NFT qui valent maintenant moins qu'une serviette usagée. J'ai regardé mon héritage. L'argent destiné à me garder en sécurité. Se dissoudre dans le botox et les pixels. Ils ne m'avaient pas seulement volé. Ils avaient tout gaspillé. Ils avaient brûlé mon avenir pour se chauffer un instant. Soudain, une notification a sonné sur l'écran principal. Un nouvel utilisateur venait de se connecter au disque partagé. « C'est qui ça ?» demanda Maître Mercier, sa main planant sur le clavier. « C'est Chloé, » dis-je. Ma demi-sœur, la silencieuse qui étudiait la comptabilité et ne me regardait jamais dans les yeux. Nous avons regardé en temps réel un nouveau dossier être déposé dans le drive. Le nom du dossier était simple. « Outil de maman ». « Pourquoi nous donnerait-elle ça ?» demanda Georges. « Parce qu'elle sait que le navire coule, » répondis-je. « Et elle ne veut pas se noyer avec eux. » Nous avons ouvert le dossier. Ce n'étaient pas des relevés bancaires. C'étaient des déclarations d'assurance. Il y a 3 ans, Valérie avait déposé une réclamation déclarant que la collection d'outils architecturaux anciens de ma mère rabot à main, pieds à coulisse en laiton, instruments de dessin rares, avait été détruite dans une inondation du sous-sol. Elle avait touché une indemnité de 65 000 €, mais le fichier suivant dans le dossier était un reçu. Un acte de vente daté de 2 mois fois après fois la prétendue inondation. Valérie ne les avait pas jetés. Elle les avait vendus à un collectionneur privé dans le Marais, pour du cash. Georges se leva. Il marcha vers l'écran et toucha l'image d'un sextant en laiton qui avait appartenu à son père. « Elle les a vendus », murmura-t-il. « Elle a vendu mon histoire. » Maître Mercier sourit. Mais ce n'était pas un sourire agréable. Ce n'est plus seulement du vol, Juliette. C'est de la fraude électronique. C'est de l'escroquerie à l'assurance. C'est du pénal. Valérie pensait avoir commis un crime parfait et privé. Elle ne réalisait pas qu'elle venait de nous livrer un cheval de Troie. Elle avait invité les agents fédéraux dans sa vie au moment où elle avait encaissé ce chèque d'assurance. « On appelle la police ?» demandai-je. « Non, » dit Georges en se retournant vers la table. « Pas encore. On les laisse croire qu'ils ont gagné. On les laisse entrer dans le piège. » La salle de conférence de Mercier était conçue pour intimider. C'était une boîte de verre suspendue 40 étages au-dessus de la ville, éliminant toute cachette possible. Nous étions assis d'un côté de la table en granit, moi, Georges et Mercier. De l'autre côté, 2 chaises vides attendaient. Ils sont arrivés avec 10 minutes de retard. C'était une démonstration de force. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Valérie entra la première. Elle portait un manteau en cachemire crème et un sac à main de créateur, que je reconnus grâce au rapport comptable acheté il y a 3 semaines pour 4 000 €. Mon argent. Maxime traînait derrière elle, l'air ennuyé, tapotant sur son téléphone. Il portait une montre qui valait plus que mes frais de scolarité. Il ne ressemblait pas à des gens face à leur jugement dernier. Il ressemblait à des monarques dérangés pour une contravention de stationnement. « Georges » dit Valérie, sa voix dégoulinant de cette douceur familière et toxique. Elle tendit la main, m'ignorant totalement. « Ça fait si longtemps. J'aurais aimé qu'on se rencontre dans de meilleures circonstances, mais tu sais comment est Juliette. » Elle le faisait. Juste là, devant l'épreuve, elle essayait de manipuler l'homme dont elle avait volé l'argent. Georges ne prit pas sa main. Il ne cligna même pas. Il la fixa simplement jusqu'à ce qu'elle retire sa main, son sourire vacillant pendant une fraction de seconde. « Asseyez-vous, » dit Mercier. Ils s'assirent. Valérie ajusta son manteau, regardant autour de la pièce avec un air confus savamment étudié. « Je ne comprends pas pourquoi nous avons besoin de toute cette formalité. Antoine et moi essayons simplement de protéger les actifs. Juliette n'était pas en état de gérer ce genre de responsabilité. Nous allions tout rendre une fois qu'elle serait stabilisée. » Je la regardais mentir. Il y a 1 an, j'aurais hurlé, j'aurais pleuré et essayé de prouver que j'étais saine d'esprit. Maintenant, je regardais juste sa bouche bouger. C'était fascinant, comme observer un spécimen au microscope. Elle croyait vraiment qu'elle pouvait baratiner les mathématiques. « Nous avons préparé un accord », dit Mercier en faisant glisser un document épais sur la table. « Plan A. Vous restituez les actifs restants. Vous démissionnez en tant qu'exécuteur testamentaire. Vous signez une reconnaissance de dette. En échange, nous ne déposons pas de plainte pénale immédiate. » Valérie prit le stylo. Elle ne lut même pas le document. Elle jeta un coup d'œil à Maxime, un regard rapide et complice que je captais.
Il pensait que c'était la sortie de secours. Il pensait pouvoir signer ce bout de papier, franchir la porte, puis vider les portefeuilles crypto cachés avant que nous puissions les toucher. Il pensait être plus malin que nous. Très bien, soupira-t-elle en signant son nom avec fioriture. Si c'est ce qu'il faut pour avoir la paix. Maxime signa ensuite, avec un petit sourire en coin à mon adresse. C'est bon. Vous pouvez disposer, dit Georges. Sa voix était douce, terriblement douce. Ils se levèrent. Valérie lissa sa jupe, sa confiance entièrement restaurée. Juliette, chérie, dit-elle en me regardant avec pitié. J'espère que tu trouveras l'aide dont tu as besoin. Ils sortirent. La porte se referma avec un clic. Le silence remplit la pièce. Attendez, dit Mercier, en regardant sa montre. 1 minute, 2 minutes, puis le grand écran au mur s'alluma. C'était l'interface Sentinelle. Une barre d'alerte rouge clignota en haut. Tentative de virement non autorisé détectée. Source, le coffre, partition C montant, 50 000 €. Destination, adresse portefeuille masqué, Luxembourg statut, bloqué. Code alerte 99. Il n'a même pas attendu d'être dans l'ascenseur, dit Georges, en secouant la tête. Maxime avait essayé de déplacer l'argent à la seconde où il pensait être hors de danger, mais il ignorait que nous avions marqué chaque actif numérique qu'il contrôlait. Puis, une seconde fenêtre s'ouvrit. Le compte cloud familial compromis. Un fichier audio venait d'être téléchargé, une note vocale, envoyée par Maxime à Valérie. Mercier appuya sur lecture. « Maman, j'ai signé leur papier débile. Je transfère les 50 000 vers le portefeuille sécurisé maintenant. Ils sont tellement cons. Ils croient qu'ils ont gagné. On sera à Marrakech ce soir. » La pièce était silencieuse, à l'exception du ronronnement du serveur. « Ça, » dit Mercier en se penchant en arrière dans son fauteuil, « c'est l'intention. C'est la malveillance. Et c'est une rupture de l'accord qu'ils ont signé il y a 3 minutes. » Il me regarda. « Le plan A est mort. On exécute le plan B. J'ai regardé l'alerte rouge sur l'écran. Exécutez-le. » Le tribunal n'était pas un lieu de drame. C'était un lieu de comptabilité froide et implacable. La juge Ben Ali était assise au banc, son expression illisible alors qu'elle examinait la montagne de preuves que Mercier avait soumises. La rupture de l'accord, l'analyse comptable du coffre, le dossier de fraude, à l'assurance Cheval de Troie. Valérie était assise à la table de la défense, agrippant le bras d'Antoine. Elle portait un tailleur gris modeste, essayant de jouer le rôle de la mère accablée. Antoine avait le teint gris, ses yeux fuyants parcourant la salle, réalisant enfin qu'il était dans une cage de sa propre fabrication. Maxime n'était pas là. Il avait été interpellé à l'aéroport, en essayant d'embarquer pour le Maroc avec un faux passeport. « Madame Wright ?» dit la juge sans lever les yeux de ses papiers. Ce tribunal voit d'un très mauvais œil les parties qui signent des accords de règlement de mauvaise foi. Mais la fraude à l'assurance, cela relève du procureur de la République, qui, je crois comprendre, monte déjà un dossier basé sur ces preuves. Elle leva les yeux à ce moment-là. Le tribunal accède à la demande de saisie immédiate des biens du plaignant. Tous les comptes sont gelés. Les propriétés sont placées sous séquestre. Et franchement, je trouve votre conduite concernant le détournement de fonds d'un bénéficiaire vulnérable répugnante. Le marteau tomba. Ce n'était pas bruyant. C'était juste définitif. Valérie se tourna vers Antoine. « Fais quelque chose » siffla-t-elle, la panique faisant monter sa voix dans les aigus. « Dis-leur. Dis-leur qu'on la protégeait. » Antoine se leva. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait vraiment la défendre. Mais ensuite, il m'a regardée. Il a regardé Georges, assis à côté de moi comme une sentinelle de pierre. Et finalement, il a regardé les preuves sur l'écran, la preuve que sa femme avait volé l'avenir de sa fille pendant qu'il regardait la télé. « Je ne savais pas », murmura-t-il. C'était un mensonge, mais c'était le seul qui lui restait. Il dégagea son bras de l'emprise de Valérie. « Je ne peux pas t'aider. » Le visage de Valérie s'effondra. Ce n'était pas du chagrin. C'était une défaillance structurelle. Je l'ai regardée se désintégrer. Sans l'argent, sans le statut, sans la capacité de manipuler les hommes autour d'elle, il ne restait rien. Elle n'était qu'une femme en tailleur gris sur le point d'aller en prison. L'illusion du pouvoir est une chose étrange. Les gens pensent que cela vient de ce que vous possédez. Faux. Cela vient de qui vous êtes.
Quand vous retirez les actifs d'une personne comme Valérie, vous réalisez qu'il n'y a pas de fondation. Elle était un château de cartes bâti sur un marécage, et la marée venait de monter. Je suis sortie du tribunal avec Georges. La pluie avait cessé. Le ciel de Paris était d'un bleu brillant et perçant. Nous avons roulé jusqu'à la maison de Montmartre. Ma clé fonctionnait toujours. L'intérieur était un désastre de beige, la tentative de Valérie de moderniser un classique. Du stratifié bon marché recouvrait le parquet massif. Les vitraux avaient été peints. Ça sentait la fausse vanille et le mensonge. Georges entra derrière moi. « On peut engager une équipe, dit-il. Tout vider, recommencer à zéro. » Je marchai vers le mur près de l'escalier et décollai un coin du papier peint hideux. En dessous, le plâtre original des années 20 était toujours là, endommagé mais intact. « Non, dis-je. Je vais le faire. » Je le regardais. « Je suis une experte en restauration, tu te souviens ? Je sais comment enlever la pourriture pour retrouver le bon bois en dessous. Je n'ai pas seulement reconstruit la maison. J'ai reconstruit ma vie. J'ai lancé Rénovation Delacroix, Juliette Foy avec les fonds récupérés, me spécialisant dans le sauvetage de propriétés historiques que tout le monde avait abandonnées. J'ai engagé Chloé comme directrice financière, parce qu'elle était la seule à avoir essayé d'aider quand ça comptait. Et chaque dimanche, je retrouve Georges pour un café. Pas pour parler du passé, mais pour planifier l'avenir. Nous ne parlons pas de Valérie, nous ne parlons pas d'Antoine. Ce ne sont que des ombres dans une maison qui est maintenant pleine de lumière. Si vous avez déjà dû reconstruire votre vie à partir de zéro, cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette histoire si vous croyez que la vraie valeur ne peut jamais être volée, seulement temporairement cachée. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de justice et de résilience.